le journal. Le 19h sur la RT-Duc, merci de nous suivre. Il s'est tenu ce jeudi 29 août la réunion annuelle du groupe thématique éducation où les missions et le fonctionnement des organes de cadre partenarial du secteur de l'éducation ont été peints au nouveau ministre de l'éducation et de la formation, des grandes lignes du dialogue sectoriel et détails dans ce journal. La commune de Mongafula vit depuis plus d'un trimestre les sérieux embouteillages qui réduisent la bonne circulation des personnes et de leurs biens. Cette problématique a été épinglée par le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrate Mubengai, et qui a même reçu quelques habitants de cette commune de la capitale. Tenue de la première réunion du groupe thématique éducation, le JTE à l'hôtel Hilton ce jeudi 29 août 2024. L'objectif de cette réunion était de présenter au nouveau ministre de l'Éducation et de la Formation les grandes lignes du dialogue sectoriel, d'expliquer les missions et le fonctionnement des organes de cadre partenarial du secteur de l'éducation, de faire le point sur le dossier prioritaire en cours dans les secteurs et de présenter les principales réformes de chaque sous-secteur. Regardez. C'est donc la première réunion du groupe thématique de l'éducation sous la présidence de la ministre d'État, Raissa Malou. Cette rencontre vise à renforcer la coordination et le dialogue entre tous les acteurs du secteur afin de favoriser une action concertée autour des objectifs et réformes prioritaires. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif, essentiel à la création d'une classe moyenne dynamique. Au cours de cette réunion, plusieurs dossiers ont été présentés au ministre du sous-secteur de l'éducation, entre autres le dialogue dans les secteurs de l'éducation et de la formation, la présentation des instances de dialogue sectoriel, la présentation des principales réformes par sous-secteur et les dossiers prioritaires dans les sous-secteurs. Et je voudrais ici faire un peu le plaidoyer pour que, effectivement, nous puissions travailler surtout aussi la question des données statistiques qui nous permettra d'avoir les éléments d'information de base pour bien planifier. Nous avons ici entendu parler de la question de la statistique et surtout en prenant en compte tous les sous-secteurs. Occasion également pour les partenaires techniques et financiers de présenter aux autorités leurs préoccupations. Une opportunité que nous puissions partager ensemble des éléments d'information sur les différentes instances de dialogue sectoriel, mais également sur les grands dossiers en cours. Rappelons que l'adoption de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 est fondée sur la loi cadre de l'enseignement national. Ainsi, le gouvernement s'est doté d'un document de référence unique qui lui permet d'orienter ses actions de manière efficace et efficiente. Le professeur d'université conduit par le patriarche Malemé Tamadiako a été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ces derniers sont allés plaider pour l'amélioration de leurs conditions de vie et espérer une retraite honorifique. Marie-Thérèse Sombo a promis d'être leur porte-parole auprès du chef de l'État afin que des solutions à leurs desiderata soient trouvées. Tout au long de leur vie, ces professeurs ont formé et informé les élites du pays dans divers domaines, souvent dans les conditions difficiles. Malgré leur contribution reconnue, ils continuent à vouloir servir la nation en menant des activités académiques telles que la recherche et l'encadrement de doctorants. Sous la direction du professeur émérite Malembe Amandiak, créateur de la première école de journalisme en RDC et en Afrique centrale, ces enseignants ont récemment exprimé leurs préoccupations à la responsable de l'enseignement supérieur et universitaire concernant leurs conditions de travail et de vie, qu'ils jugent insatisfaisantes. Ils réclament une amélioration de leurs conditions sociales, l'attribution des véhicules de service par le gouvernement, ainsi que des logements pour une retraite honorifique.
Ils ont trouvé une oreille attentive auprès de la professeure Marie-Thérèse Essombo qui s'engage à adopter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en mettant l'accent sur les préoccupations humaines. La ministre a promis de les représenter auprès du président de la République et de travailler à la résolution de leurs doléances. La première ministre Judith Suminwa a lancé la table ronde inclusive de la jeunesse sous le thème « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en République démocratique du Congo ». Elle a souligné l'importance de cette rencontre pour permettre justement aux jeunes d'exprimer leurs idées, espoirs et préoccupations essentielles pour construire un avenir de paix et prospérité en RDC, des assises rendues possibles grâce justement au leadership de la ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, Noéla Ayenagato. On l'écoute. Yeux dans les yeux, à bâton rompu, la jeunesse représentée sous toutes ses catégories et provenance en République démocratique du Congo, changée avec les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement, avec la première ministre Judith Suminwa en tête, qui est responsable des institutions, partenaires techniques et financiers, véritable défi de l'heure, s'étalant essentiellement autour de la paix et du développement durable. Partant du rôle majeur et constructif que vous endossez, il nous faut donc enraciner une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. C'est pourquoi je salue la tenue de cette table ronde inclusive et nous, membres du gouvernement, apprécions grandement l'opportunité d'échanger directement avec les représentants des différentes catégories de jeunes sur des concepts généraux. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique qui signe cette initiative, qui n'est pas la première certes, rassure que toutes les précautions sont prises, cette fois avec un comité de suivi, entre autres, pour veiller à l'application des conclusions. Dans son discours, Noéla Ayenagato n'a pas caché sa détermination pour peser de tout son poids pour permettre aux jeunes de jouer leur partition pour des vraies solutions. D'où l'intérêt d'avoir associé les jeunes dans toutes les situations possibles de la RDC aujourd'hui à cette initiative. Il est indéniable qu'au cours de cette table ronde, nous avons le devoir d'échanger sur des sujets cruciaux qui touchent directement la vie quotidienne de notre jeunesse, à savoir l'emploi, la création de la richesse par l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, l'éducation, la paix et la sécurité, la présentation de la jeunesse dans la diplomatie, le rajeunissement de la classe politique et de la fonction publique, l'inclusion des marginalisés au cœur des actions du ministère de la Jeunesse et l'éveil patriotique, les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement des jeunes, le développement durable, la protection de l'environnement et bien plus. Enfants de la rue, points sexuellement transmissibles, des rayons Made in Congo dans les supermarchés ou encore les taux d'intérêt très élevés par les banques, tous les sujets ont été abordés par les jeunes face aux décideurs. Bien évidemment, la question la plus cruciale et urgente, la guerre, était au centre des débats. Entre plaintes et solutions, toutes les émotions sont passées par là. Également présent, la directrice de cabinet du président de la République, le ministre de la Communication, celui de la formation professionnelle, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en la matière, tous, à côté des partenaires techniques et financiers, ont répondu aux préoccupations des jeunes les unes après les autres. Lutter contre le captage d'eau illicite. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité s'y penche ardemment. Teddy Luamba a annoncé une initiative cruciale visant à combattre cette pratique qui non seulement nuit aux finances de l'État congolais, mais également à la régie des distributions d'eau, la régie des eaux. Ce captage sera désormais contré par l'implémentation des compteurs intelligents sur tous les forages. Pour remédier à cette situation alarmante, le projet de mise en conformité des captages illicites d'eau a été lancé par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba. L'objectif principal est de fournir une solution durable en intégrant des dispositifs de comptage intelligents. Ces compteurs, une fois installés, permettront de suivre avec précision la quantité d'eau exploitée
par chaque utilisateur. Nous avons remarqué que le début de consommation de eau, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation à la régie des eaux, mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent à la consommation, au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Et comme vous saviez, parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En parallèle, cette initiative fournira des données précieuses au ministère sur les volumes d'eau forêt, facilitant ainsi l'élaboration de politiques publiques adaptées à une gestion rationnelle et durable de cette ressource précieuse. La première phase du projet se concentrera sur la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage. Cette démarche sera réalisée en étroite collaboration avec des experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. La seconde étape consistera à l'installation effective des compteurs chez les utilisateurs identifiés. Le ministre Luamba a réaffirmé son engagement à assurer une gestion responsable des ressources hydrauliques du pays, promesse qui pourrait transformer le paysage de l'exploitation de l'eau en République démocratique du Congo. La partie de collecte de données plus... Le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Patricien Gongo Abakazi, a effectué une visite de terrain à l'hôpital général de référence de Makala, l'ex-sénatorium. L'objectif de cette énième descente est d'évaluer les conditions de travail dans le secteur de la santé dans la capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Déterminés à redorer l'image du secteur de la santé à Kinshasa, les ministres provinciaux de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Patricien Gongo Abakazi, multiplient des actions de terrain pour palper du doigt de l'état du système sanitaire dans la capitale congolaise. L'imprévisible et l'infatigable membre du gouvernement Bumba se rendu ce mercredi à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium. Après entretien avec le médecin directeur, le ministre provincial de la Santé a inspecté chaque département de cette formation hospitalière, partant de la réception en passant par la morgue, la maternité, le laboratoire, le funérarium, la kinésithérapie et la pharmacie. La dégradation et la vétusté des infrastructures restent les dénominateurs communs de tous les services de cet établissement hospitalier visité par le ministre. Une causerie morale avec les personnels de cet hôpital a bouclé le périple de Patricia Gongo Abakazi qui a appelé les uns et les autres à placer l'intérêt général au centre de tout. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le questeur Socrate Mubengai a reçu les plaintes des habitants de la commune de Mongafula sur les embouteillages qui empêchent la bonne circulation de personnes et de leurs biens dans son coin de la capitale. Ces derniers ont rassuré l'implication des autorités locales pour des solutions idoines à cette problématique. Les doléances de Kinois sur les embouteillages fréquents dans la capitale congolaise ont été portées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son questeur, maître Socrates Mubengai, a reçu à son cabinet de travail le prophète Elisamano Kingsam, notable de la commune de Mongafula. Les deux personnalités ont échangé sur la circulation routière dans la commune de Mongafula, notamment les embouteillages, le non-respect par le remorque de l'interdiction de circuler avant 22 heures, aussi l'état de route qui laisse à désirer dans cette municipalité. Nous sommes venus pour plaider la cause de la population de Mongafula qui passe des moments très difficiles à cause des embouteillages qui ne permettent plus l'accès facile à la population de Mongafula de vaquer à ses occupations. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus plaider auprès de l'honorable questeur afin que cette situation soit effectivement dépassée. Tout à fait positif, je voulais même d'ailleurs le remercier, le fait de nous avoir réussi, mais aussi il a été attentif à notre demande. Nous espérons vraiment que par cette démarche, nous aurons trouvé la solution pour que la population de Mongafula vague à ses occupations un peu. Maître Socrates Mubengai a rassuré l'implication de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur cette question afin d'apporter des solutions idoines.
Les leaders des associations membres de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo étaient à l'atelier d'évaluation du processus électoral 2023-2024. Question de chercher comment améliorer les futurs scrutins pour une meilleure inclusion de personnes vivant avec handicap. Donc les leaders des organisations des personnes vivant avec handicap, des associations membres de la FENAFACO, se sont mis ensemble pour pouvoir réfléchir sur ce que nous avons connu comme problème, dans les progrès qu'il y a eu, les défis, les difficultés qu'ont connu les personnes vivant avec handicap par rapport au processus électoral à Kinshasa comme dans les provinces de la République démocratique du Congo. Et nous avons constaté que par rapport au processus électoral 2006, 2011 et 2018, cette fois-ci, il y a eu quand même des avancées pour les personnes vivant avec handicap, mais il reste encore beaucoup à faire parce qu'il y a eu d'énormes difficultés. Surtout, le cadre légal qui organise les élections n'est pas vraiment favorable aux personnes vivant avec handicap. Ce qui concerne les processus que notre pays, la RDC, a connu depuis son existence, les leçons sont nombreuses que nous avions eu à retenir après avoir échangé. Les leçons sont nombreuses, surtout à ce qui nous concerne, nous les jeunes, en situation de handicap en général. Entre autres, la non prise en compte de nos différents problèmes ou de nos différentes positions en ce qui concerne les processus électoraux dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons eu un atelier d'évaluation et des réformes électoraux. Nous avons évalué comment se sont déroulés les processus électoraux passés. Nous avons vu que la participation des femmes en situation de handicap n'était pas effective parce que d'abord, la loi électorale ne donnait pas d'abord l'ouverture ou l'accès que la personne avec handicap se présente aux élections à tous les niveaux. Nous avons détecté aussi quelques failles de la part de la CENI. La CENI n'a pas respecté les dispositions qui étaient prévues dans la loi électorale pour permettre à chaque personne avec handicap de participer au processus électoral à tous les niveaux. Voilà, c'est sur cette note que nous clôturons cette première partie du journal. Place à présent la revue de presse. Avec nous sur ce plateau pour la présentation de la revue de presse, c'est là Kitoko, bienvenue. Merci. Alors on va votre vue par ce titre, à Béni, dans la partie est de la République démocratique du Congo, les parents peinent à acheter des fournitures scolaires de leurs enfants faute d'accès aux champs. Alors que la rentrée scolaire est prévue pour ce 2 septembre sur toute l'étendue du territoire national, Radio Okapi.net renseigne qu'à quelques jours de cette rentrée, certains parents de Béni au Nord Kivu disent être en difficulté d'acheter les kits scolaires pour leurs enfants faute d'accès aux champs suite à l'insécurité qui rend les préparatifs plus compliqué. Bien que le chef de la sous-division éducationnelle de Béni, Olivier Matsoro, ait assuré que les élèves déplacés seront inscrits sans complication dans les écoles. Entre-temps, renchérimediacongo.net, d'autres parents de Béni prennent d'assaut les marchés à la recherche des fournitures scolaires pour leurs enfants. Les commerçants, eux, ont transformé leurs étals en véritables rayons de rentrée proposant uniformes, cartables et cahiers devenus les articles les plus demandés en ville. Justement, la rentrée, c'est déjà pour ce 2 septembre à Kinshasa également, bien que faible, mais il y a ces mouvements qui sont constatés dans les différents marchés pour se procurer des fournitures scolaires. Exactement. Alors, on va prendre votre deuxième titre, à Kindu. On reste donc dans l'est de la RDC. Les veuves et orphelins militaires réclament leur pension d'une année.
Privés de cette pension depuis plusieurs mois, les veuves et orphelins de militaires peinent à survivre dans la province de Maniema, rapporte Mediacongo.net. Selon eux, cette situation date d'il y a déjà un an. Ils disent avoir frappé à presque toutes les portes des autorités militaires sur place sans aucune solution ne soit trouvée jusqu'ici. Tout ce qu'on leur dit est que la solution à leurs problèmes se trouve à Kinshasa. Désespéré, ajoute Izuba.cd, il lance un cri d'alarme à la direction des responsables de l'armée au niveau national et au chef de l'État. Ils sont aux environs de 300, ces veuves et orphelins de militaires qui vivent au camp Makuta. Ces personnes disent traverser des moments pénibles de leur vie. En plus de manquer de quoi manger et se vêtir, elles n'ont pas accès aux soins et les enfants peinent à étudier. Comme si cela n'était pas suffisant, patient Radio Okapi.net renchérit, ils sont sommés de quitter le camp pour rejoindre leur unité à Punya. Ces vulnérables disent avoir tenté de rencontrer le gouverneur de province en vain. C'est à l'Assemblée provinciale du Maniema qu'ils ont été reçus. Ici, promesse leur a été faite de faciliter la tâche sans plus des précisions. Voilà, c'est donc sur ce dernier titre que nous clôturons votre revue de presse. Merci à vous de l'avoir présenté. Merci à vous également. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal sur la RT.